Shalom et bienvenue pour ce retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir un lieu qui a changé à jamais l'histoire d'Israël. Car c'est ici, à quelques mètres d'où nous sommes, que se trouvait l'Arche de l'Alliance. Et d'ici, elle a été perdue et emmenée en exil. Mais pas par les Babyloniens, mais par les Philistins. Venez avec moi découvrir Isbet Sarta, l'Ebenezer biblique et son archéologie. Alors, si vous êtes prêts, commençons! Ebenezer a été fondé il y a environ 3300 ans, à l'époque des Juges, et c'était un petit village agricole. Ici vivaient quelques dizaines ou quelques centaines d'habitants. Mais, malgré sa petite taille physique, cet endroit a changé le cours de l'histoire biblique. Mais comment les archéologues savent-ils tout cela? Comment savent-ils quand cet endroit a été construit? Parce que, du moins à première vue, tout ici semble être fait de pierre. Il existe 3 techniques principales qui aident à dater cet endroit. La première consiste à utiliser la céramique. Oui, la plupart des constructions, les grandes, sont en pierre. Mais venez ici avec moi. Si on commence à regarder de plus près dans les fouilles, regardez ici ce qu'on commence à trouver. Des petits morceaux de céramique. Regardez comme c'est beau, les amis. Ici, nous avons de la céramique. Et les archéologues, lorsqu'ils ont fouillé cet endroit, ils ont trouvé des milliers et des milliers de ces morceaux. Et ils peuvent savoir, grâce au type de céramique, à quelle époque remonte la construction. Il y a aussi 2 autres façons. Regarde, d'abord, il faut remettre la céramique à sa place. Une autre façon est de faire des tests au carbone 14. Pour le carbone 14, ils prennent littéralement des matériaux organiques du site et les analysent et ils peuvent savoir avec une bonne précision à quelle époque la construction a eu lieu. Et la 3e façon, c'est à travers l'architecture elle-même. Imaginez l'endroit où vous habitez dans votre ville. Si le bâtiment a été construit de nos jours ou il y a 50 ans, vous pouvez probablement identifier assez facilement l'architecture change au fil du temps. Imaginez une église construite il y a 50 ans ou une église vieille de 100 ou 150 ans, les styles changent. Et c'est la même chose avec l'architecture ancienne. Parfois, il fallait un peu plus de temps pour que ces changements se produisent. Mais si nous regardons une maison de l'époque des juges et une maison de l'époque des rois, elles sont différentes. À l'époque babylonienne, elles sont encore plus différentes. Et cette maison que nous voyons est une maison classique du début de l'âge du fer. Et maintenant, nous allons faire un voyage dans le temps et entrer pour découvrir cette maison. Allons-y. Si vous aimez le contenu de cette chaîne et que vous souhaitez soutenir notre projet, tout en ayant accès à du contenu exclusif, vous êtes invités à rejoindre le club des membres de la chaîne. Toutes les informations se trouvent ici dans la description. Et merci vraiment à tous de faire partie de ce voyage historique et archéologique avec moi. Et maintenant, nous poursuivons notre visite à Ebenezer. Ce type de construction, ce style architectural porte un nom pas très créatif, il s'appelle la maison à 4 pièces. Le premier espace était celui-ci, une cour intérieure ouverte sur le ciel, une pièce de chaque côté et une autre pièce au fond. Et regardez comme c'est incroyable, ici on peut même voir les restes de l'une des colonnes qui soutenaient le toit de cette pièce, de cet espace latéral. Mais peut-être que certains d'entre vous se posent la question suivante. Où sont le reste des murs? On peut voir que le mur n'a survécu que jusqu'à cette hauteur. Où est le reste? Ce qui se passe,
c'est que le reste de ces murs était fait de briques de terre crue. Donc toutes les fondations et jusqu'à cette hauteur ici, un peu plus d'1 mètre, étaient en pierre. Au-dessus de cela, c'était en briques de terre crue. Et après 3000 ans, ces briques de terre crue ont déjà disparu depuis très longtemps. Il ne reste que de petites traces qui ont aidé les archéologues à comprendre comment étaient ces murs à l'origine. Et cette maison, comme toutes les maisons de cette époque, avait plusieurs fonctions. Il y avait bien sûr les chambres où les gens dormaient. Il y avait aussi la cuisine à l'intérieur de la maison. Mais il y avait aussi la partie réservée aux animaux, littéralement une étable. Et cette maison où nous sommes était la maison la plus luxueuse d'Ebenezer. Oui, c'était la maison la plus chic de toute la ville, et cela nous montre vraiment à quel point c'était un simple village agricole. Mais, malgré la simplicité des maisons de la ville, elles avaient toutes des murs extérieurs extrêmement épais, regardez leur taille, et toutes les maisons n'avaient qu'une petite entrée. Regardez ici. C'est parce que c'était une question de protection. L'époque des juges a été marquée par de nombreuses guerres et conflits. Et cette maison en particulier que nous voyons maintenant, elle a été construite il y a environ 3150 ans. Et c'est justement à cette époque qu'un nouveau peuple arrive ici dans la région, ou plutôt une confédération de peuples. Ceux-ci étaient appelés les peuples de la mer. Et parmi ces peuples de la mer se trouvaient les Philistins. Les peuples de la mer, comme leur nom l'indique, sont arrivés par bateau sur la côte orientale de la Méditerranée. Et ils étaient d'origine européenne, de la région de la mer Égée, et probablement aussi de l'île de Crète. Et plus précisément, les Philistins ont attaqué et conquis la côte sud de la terre de Canaan. Et ils ont alors fondé la Pentapole, les 5 villes philistines, qui étaient Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gath et Ekron. Et ils sont devenus le grand ennemi du peuple d'Israël. Mais avant de continuer avec l'explication sur les Philistins, je dois vous donner une explication très importante. À savoir que les Philistins bibliques et les Palestiniens actuels sont 2 peuples complètement différents. Les Philistins, comme nous l'avons dit, étaient d'origine européenne. Et nous le savons même grâce à des tests ADN. On a littéralement fouillé des cimetières philistins en Israël, on a extrait les ossements, on a testé l'ADN et on a vu qu'ils avaient vraiment une origine européenne. Les Philistins étaient païens, ils avaient une culture égéenne et ils utilisaient une langue non sémitique. Et les Philistins ont été dominés par les Assyriens puis exilés par les Babyloniens. Cela signifie qu'il y a environ 2600 ans, ils ont été envoyés dans des terres lointaines et ne sont jamais revenus. Et dans ces terres lointaines, leur culture a fini par disparaître et ils se sont mêlés à d'autres peuples. C'est-à-dire que les Philistins bibliques, les grands ennemis du peuple d'Israël, ont littéralement disparu de l'histoire. Et maintenant, comparons cela avec les Palestiniens actuels. Les Palestiniens sont d'origine arabe. Ethniquement, ce sont des Arabes, pas des Européens. Ils sont majoritairement musulmans et sont arrivés ici plusieurs siècles après la disparition des Philistins et ils ont adopté le nom de la région qui fut autrefois en partie celle des Philistins. Et ce n'est pas de la politique, c'est de l'histoire. Mais comme je vois souvent les gens mélanger les deux, parfois sans le vouloir, mais parfois aussi exprès, je voulais clarifier un peu ce point. Et maintenant, oui, revenons à parler des Philistins bibliques. Car après leur arrivée sur la côte de Canaan et leur installation,
ils commencent à se renforcer et à étendre leur territoire au-delà des 5 villes d'origine. Ils commencent à s'étendre, 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 et ils arrivent jusqu'à Aphek, qui se trouve juste à côté d'où nous sommes. Et le peuple d'Israël a essayé à plusieurs reprises de freiner l'avancée des Philistins, mais sans grand succès. Et la situation devenait de plus en plus critique. Alors, à l'époque du prophète Samuel, le moment décisif est arrivé. Il fallait décider une fois pour toutes à qui cette terre avait été promise, si c'était au peuple d'Israël ou si c'était aux Philistins. Et souvenez-vous, les Philistins étaient déjà ici jusqu'à Aphek, juste à côté de nous. Et ils dominaient tout le littoral d'Aphek au sud, jusqu'en direction de l'Égypte. Et le peuple d'Israël avait alors sa capitale à Silo. Et ils commencent à envoyer des troupes ici dans la zone frontalière pour une grande bataille qu'ils savaient qu'elle allait avoir lieu. Israël choisit Ebenezer comme lieu de son campement, comme quartier général principal de ses troupes. Mais la question est, pourquoi? En regardant ici, l'endroit ne semble pas si impressionnant. Pourquoi cet endroit a-t-il été choisi? Il y a 2 raisons. La première, nous en avons déjà parlé, nous sommes à côté d'Aphek, la bataille aurait lieu ici, tout près. Et c'est pourquoi il voulait camper le plus près possible du lieu de la bataille. Mais il y a une deuxième raison que nous connaissons grâce à l'archéologie. Et c'est ce que je veux vous montrer maintenant. Venez avec moi. Regardez ces cercles qu'il y a ici sur le sol. Il y en a des dizaines dispersés partout à Ebenezer. Et maintenant, je veux vous poser une question. Qui peut deviner ce qu'ils étaient? Vous pouvez laisser vos suggestions, vos suppositions ici dans les commentaires. Et maintenant, essayons de comprendre ce que c'était et comment cela est lié à la bataille biblique. Tout d'abord, ceci n'étaient pas des citernes, ce n'étaient pas des réservoirs d'eau, car s'ils l'étaient, ils auraient dû être recouverts de plâtre. Que sont tous ces trous? Ceux-ci étaient des silos de stockage de grains, parce que les récoltes de blé ici, en terre d'Israël, n'ont lieu qu'une fois par an. Alors, ils récoltaient le blé et l'orge de la région, les apportaient dans ces silos en pierre et les fermaient aussi avec des pierres. Et ainsi, ils pouvaient les conserver pendant 1 an ou même plus, fermés et à l'abri des parasites ainsi que des rongeurs. Et par le nombre de silos présents ici, on comprend que même si la population était petite, ils avaient une grande production agricole. Et plus que cela, les fouilles ont également trouvé ici de petits murs. Pas des murs de protection de la ville, ceux-ci ont aussi été découverts, mais on a trouvé des murs plus petits qui servaient à garder les animaux, le bétail. Et cela signifie qu'Ebenezer avait une quantité gigantesque de nourriture, aussi bien de céréales que d'animaux. Et si tu veux amener un campement ici avec des milliers et des milliers de soldats, tu as besoin de nourriture. Donc, il est tout à fait logique, d'un point de vue historique et archéologique, d'installer le campement du peuple d'Israël là où il y a une abondance de nourriture. Alors, avec le campement établi ici à Ebenezer, les Philistins, avec leur campement également très bien établi à Aphek, le moment de la grande bataille, du grand combat est arrivé. Et les 2 peuples, chacun sort de son campement et ils se rencontrent dans les champs ouverts. Et cette grande bataille commence, ce grand moment, et Israël est vaincu d'une manière terrible. 4000 soldats d'Israël sont tués au combat. Et alors ils battent en retraite et retournent à Ebenezer et commencent à se demander « Que va-t-on faire ?» Que va-t-on faire?
Et la Bible nous raconte ce qu'ils ont décidé. Lorsque les soldats sont revenus au campement, les autorités d'Israël ont demandé « Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que les Philistins nous battent aujourd'hui ? Allons à Silo chercher l'arche de l'alliance du Seigneur afin qu'il vienne avec nous et nous sauve des mains de nos ennemis. » Alors ils envoyèrent chercher à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, dont le trône est entre les chérubins. Les fils d'Éli, Ophni et Phiné accompagnaient l'arche de l'alliance de Dieu. Et le peuple célèbre l'arrivée de l'arche. Ils étaient certains que maintenant ils allaient gagner. Lorsque l'arche de l'alliance du Seigneur entra dans le camp, tous les Israélites crièrent si fort que la terre trembla. Les Philistins, entendant les cris, demandèrent « Que signifient tous ces cris dans le camp des Hébreux ?» Quand ils apprirent que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp, les Philistins eurent peur et dirent « Les dieux sont arrivés dans le camp. Malheur à nous, cela ne nous est jamais arrivé. Malheur à nous, qui nous délivrera des mains de ces dieux puissants. Ce sont les dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes, sinon vous deviendrez esclaves des Hébreux, tout comme ils ont été vos esclaves. Soyez des hommes et battez-vous. » Mais est-ce que cela suffirait à garantir la victoire du peuple d'Israël? Car le peuple n'a pas jeûné, n'a pas prié Dieu, ne s'est pas repenti. Ils ont simplement cherché l'arche pour l'utiliser comme une sorte d'amulette, sans rien d'autre. Et puis, il y a eu la deuxième bataille d'Ébenezer. Sur ces mêmes champs, une seconde bataille, encore plus grande, a eu lieu. Et puis, le peuple d'Israël subit une défaite encore plus grande. Cette fois, nous parlons de 30 000 soldats tués. Et pas seulement cela. Parmi les morts se trouvaient aussi Ophni et Phinéas, les fils du grand prêtre du tabernacle, à Silo. Et le pire, l'arche de l'Alliance a été volée et emmenée sur le territoire philistin, puis placée dans le temple de Dagon, dans la ville d'Ashdod. Et une découverte archéologique plus importante que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent a été trouvée justement à l'intérieur des silos. Et c'était un ostracon. Cela signifie une inscription faite sur un fragment de céramique. Sur celle-ci, 103 lettres en ancien hébreu, l'une des inscriptions hébraïques les plus anciennes jamais découvertes. Et c'est une inscription très mystérieuse. Elle est divisée en 5 lignes. Commençons par parler de celle du bas. La ligne du bas, c'est tout simplement l'alphabet hébreu, A, B, C, D. Mais ici, quelque chose d'un peu étrange. L'alphabet va de gauche à droite. Et l'hébreu, toujours, même dans les temps les plus anciens, a toujours été écrit de droite à gauche. Alors, le premier mystère, c'est pourquoi l'alphabet est, on peut dire, à l'envers. Et aussi, dans ce texte, il y a quelques lettres qui sont retournées, orientées dans la mauvaise direction. Et pourquoi? Nous n'en avons pas la moindre idée. Donc, la dernière ligne est l'alphabet, l'abécédaire. Et les 4 lignes précédentes, qu'est-ce qui est écrit? Il y a un grand débat parmi les archéologues. Elles sont partiellement effacées et endommagées. Et c'est pourquoi il est très difficile de réussir à déchiffrer ce qui est écrit. Mais la chercheuse William Shea pense avoir déchiffré ce texte. Elle publie en 1990 le résultat de ses recherches. Et c'est vraiment quelque chose de choquant ce qu'elle a réussi à lire dans ces lettres en hébreu ancien. Je veux laisser ici dans le lien, dans la description de cette vidéo, la recherche complète. Ceux qui veulent peuvent cliquer et lire en anglais.
Et maintenant, écoutons ensemble ce qu'elle a déchiffré. Nous sommes venus au champ, de Silo à Aphek. Les Kittim l'ont pris et sont allés à Hazor, à Dagon, seigneur d'Ashdod, et à Gath. Elle est retournée à Kiriath Jarim. Ovini, compagnon des soldats d'infanterie, est venu avertir les anciens. Un cheval est arrivé et dessus se trouvait mon frère pour que nous puissions l'enterrer. Regardez comme c'est incroyable. Si cette traduction est correcte, c'est quelque chose d'énorme, parce que cela a des parallèles concrets avec le récit de la Bible. La première ligne du texte raconte l'avancée d'un groupe de personnes de Silo vers le camp d'Aphek. Et il est raisonnable d'identifier ce groupe comme étant les Israélites. La deuxième ligne identifie un autre groupe ou peuple, les Kittim. Ce terme était utilisé pour désigner les personnes venant de Chypre. Cependant, parfois, il pouvait aussi s'agir d'un terme plus général pour désigner les personnes arrivant en Canaan par la mer, comme dans le cas des peuples de la mer. Parmi eux, les Philistins. Et le texte continue lorsque ceux de Kittim apportent un objet non nommé. On présume qu'il s'agit de l'Arche d'Alliance. Et parmi les 3 lieux mentionnés, 2 apparaissent également dans le récit biblique, dans le premier livre de Samuel, chapitre 5. Et la dernière ligne parle du retour de cet objet. Elle mentionne également Kiriath Jearim, l'une des étapes de l'Arche d'Alliance. Cette inscription est datée de l'époque de la bataille d'Ebenezer. Cela signifie que si William Shea a raison dans son interprétation du texte, ceci est le dernier récit de l'Arche d'Alliance avant qu'elle ne soit prise par les Philistins. Mais il faut toujours se rappeler que ce qui comptait le plus, ce n'était pas l'arche en elle-même, l'arche en or et en bois d'acacia, mais plutôt ce qu'il y avait à l'intérieur. C'étaient les tables de la loi, qui contenaient les 10 commandements, la manne et le bâton d'Aaron. Et les Philistins emportent l'arche, l'objet le plus important du culte du Dieu d'Israël. Et ils la placent dans un temple païen, le temple de Dagon à Ashdod. Mais que se passe-t-il alors dans le temple et dans la ville? Quand les habitants arrivent plus tard, la statue était tombée et décapitée, et toute la ville subit une terrible peste. D'hémorroïdes. Je sais que dans les traductions dans différentes langues, la Bible finit parfois par être un peu censurée, car c'est mal vu de parler d'hémorroïdes. Et c'est pour cela que parfois le mot, comme des plaies, des cancers, des tumeurs, mais dans l'original en hébreu, c'est trorim. C'était une plaie d'hémorroïdes. Alors la population d'Ashdod comprend qu'ils ne devraient pas garder l'arche et l'envoient à Gath, qui reçoit la même plaie. Ensuite à Écron, qui reçoit aussi une plaie. Et alors, finalement, les Philistins comprennent qu'ils ne devraient pas garder l'arche d'alliance et ils la remettent à la ville de Beit Shemesh, qui était déjà une ville située sur le territoire d'Israël. Cependant, la population de Beit Shemesh, pas tous, mais certains, en voyant l'arche revenir, ils font quelque chose de complètement interdit. Ils ouvrent l'arche, ils regardent à l'intérieur. Alors, Beit Shemesh aussi est frappé par un grand fléau. Et là aussi, Beit Shemesh envoie l'arche à Kiriath Jearim. Et là, elle reste jusqu'à ce qu'elle soit finalement emmenée à Jérusalem, puis placée dans le temple de Salomon. En effet, l'arche a fait un voyage gigantesque avant d'arriver au temple. Mais quelques siècles plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, le temple est complètement détruit par les Babyloniens. Et l'arche disparaît alors et ne revient jamais. Mais cela, c'est déjà un sujet pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé découvrir un peu plus en profondeur la bataille d'Ebenezer et l'archéologie de cet endroit. Si cela vous a plu,
N'oubliez pas de laisser un like. Et on se retrouve à la prochaine.